Avant ce premier tour, Célia, tu es partie à la rencontre de candidats et d'électeurs de gauche dans la région la plus à droite de France, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que le Rassemblement national pourrait emporter dimanche prochain, dimanche 27. Mathieu, on a jeté notre dévolu sur le département du Var, dirigé depuis 2015 par une majorité de droite. 40 sièges pour les Républicains, 6 pour l'extrême droite et 0 pour les listes de gauche. La même année, aux élections régionales, le RN avait fait 45% des voix au premier tour. Quand on entend ces chiffres, on se demande évidemment comment les militants et les candidats de gauche tiennent encore le coup dans ce département. Et pour répondre à cette question, on s'est rendu avec Hugo Lemonnier dans le canton de Garéoult, dans l'arrière-pays varois, pour rencontrer Catherine Joanneau. Elle est candidate France Insoumise au départemental et dimanche, elle fera face au conseiller départemental sortant de son canton qui est encarté au Rassemblement national. Ce jour-là, elle tracte avec son équipe devant l'école primaire du village de Carnoul. Je viens vers vous parce que je suis candidate aux élections départementales sur le canton de Garéoult, dont fait partie Carnoul. Voilà. Vous habitez sur le canton? Oui, j'habite à Carnoul. Ah ben voilà. C'est la seule candidature écologique et sociale sur le canton. C'est la droite qui gère le département pour le moment. Les Républicains, le Front National et la République En Marche, ils ont des élus. Nous, on n'en a pas encore. Et bon, je ne dis pas qu'on va gagner le département du premier coup, mais si on a des élus de gauche qui montent au département, on fera entendre des voix pour dire que l'argent, on ne doit pas le rendre aux banques par mesure d'économie. Si cet argent-là, il peut être mobilisé pour aider les étudiants, pour faire la gratuité des cantines aussi dans les collèges. Pour les gens qui sont précaires, hein. Faut aider les gens précaires. Oui. Il faut aider, Vous avez pensé à voter à gauche pour le département? J'ai pas pensé du tout à voter. Pour l'instant, c'était pas ma priorité. Pas sûr d'aller voter, le monsieur. D'autres savent qu'ils n'iront pas. Vous pensez aller voter dimanche? Non. Vous savez que vous n'irez pas? Oui, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas? Je suis pas, donc je vais pas voter quelque chose que je sais pas en fait. Est-ce que vous allez voter déjà dimanche? Je l'ai pas lu. Voter, oui. Après, par contre, j'ai pas encore lu les tracts, donc... Vous n'avez pas de préférence? Non, je suis pas encore arrêté. Okay. J'ai pas encore des idées arrêtées là-dessus, donc je verrai. Vous avez déjà voté à gauche? J'ai déjà voté. Après, à gauche, à droite. Comment vous expliquez qu'au niveau du département, on ne fasse pas confiance à la gauche? C'est surtout une perte de confiance dans le système électoral tel qu'il est, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Et la déception, quand on a été déçu par un président de gauche comme Hollande, eh ben, on peut comprendre qu'on hésite à 2 fois avant de refaire confiance. C'est tout à fait humain. Hein, donc il faut qu'on remonte ce courant-là, nous. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Sur le portail de l'école, une affiche a attiré l'attention de la candidate. En cas de facture impayée, cantine, garderie, mercredi, impayée au 31 du mois, une pénalité de 10 € sera facturée le mois suivant. C'est quand même hyper agressif et en tout cas c'est assez significatif des difficultés financières des gens, quoi. Dans tous les cantons où la France Insoumise se présente, on propose parmi nos mesures sociales, dans le volet social de nos mesures, la gratuité à la cantine pour les collégiens. C'est là-dessus qu'elle fait campagne. La cantine gratuite pour les collégiens, ce serait une bonne mesure. Hein. Ou au moins une petite baisse de voilà, une participation, quoi. Et dans les villages, on cumule plus de difficultés qu'en ville, ça c'est sûr. Et c'est pas suffisamment pris en compte. Mais ça ne convainc pas vraiment. Vous allez voter dimanche? Ah bah oui. Vous savez déjà pour qui? Non, pour le moment, non. Et vous allez voter dimanche? Bien sûr. Vous êtes maman aussi? Oui. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Non. Non. J'hésite. Vous pouvez me dire entre qui et qui? Je dirais rien. Non, non. Le volet social, ce n'est pas le seul atout de Catherine Joanneau. Dans son programme, elle porte aussi une cause écolo qui lui tient à cœur. Elle nous a emmenés à Mazogues, un autre village du canton, où une carrière de pierre est en passe d'être construite. Sur place, on a rencontré des militants qui s'opposent à son ouverture. C'est une zone Natura 2000, donc il y a des espèces extrêmement protégées, extrêmement rares. Est-ce que vous avez l'impression que le Var est un département où la question écologique compte? Pour qui? Pour les habitants, oui. Hein. Mais pour ce qui est des élus qui sont aujourd'hui en place, ils ne font rien contre la carrière. Même ceux qui se sont présentés en disant qu'ils allaient tout faire pour lutter contre la carrière, mais, ne le font pas. On est en campagne, hein, mais personne n'a pris contact avec nous. Personne, sauf Catherine, qui les soutient malgré un poids politique Toute la faible. problématique pour des gens qui se définissent comme à la fois de gauche et écologistes,
c'est de remobiliser les gens en les convainquant que nous, si on passe, on ne trahira pas comme on trahit les autres. Et c'est vrai que c'est compliqué. Anthony Barroguel, le binôme de Catherine, oscille entre réalisme et espoir. Vous vous sentez pas minoritaire? Dans le Var, c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection? De cette élection, concrètement, j'attends que les citoyens reprennent enfin la parole. Et pourquoi pas d'être élu? Et pourquoi pas d'être élu, bien sûr, justement. C'était pas une évidence. C'est pas forcément une évidence dans l'état actuel des choses, en effet, parce que comme vous l'avez dit, on est dans un département de droite et parfois d'extrême droite. Oui, c'est pas évident, mais on s'accroche et de toute façon, on sait qu'on est dans notre bon droit de le faire. Enfin, pour reparler du Var, ceux qui se sont dressés contre Napoléon III en 1851, c'était pas facile. Ceux qui ont fait du syndicalisme dans les mines de bauxite ou dans le milieu du chemin de fer ou de la construction des chantiers navals, c'était pas facile. Moi, j'ai quand même le sentiment que voilà, il y a des époques qui sont plus ou moins difficiles, mais on est les maillons d'une chaîne et on tient bon. Il y a une idée de résistance quand même. Il y a une idée complètement. Autre canton, celui de Toulon, une ville de 170 000 habitants dirigée par la droite. Mais Toulon a déjà connu l'extrême droite. Jean-Marie Le Chevalier du Front National a été maire de la ville entre 1995 et 2001. Malgré ça, on a quand même trouvé des écolos. Nicolas Plazanet est candidat au départemental. Il représente Europe Écologie Les Verts en union avec Génération et d'autres partis de gauche. Et le mandat municipal du FN ici, on s'en souvient bien. Moi, je suis très inquiet par rapport à la montée du Front National. Moi, je m'engage sur un sujet qui me touche énormément, surtout ici dans ce quartier. C'est très raciste. Toulon est très raciste. Voilà. Vous le sentez, vous, au quotidien? Oui, bien sûr, on le sent. Cette extrême droite, il faut qu'elle s'en aille, quoi. On ne peut pas accepter ça à Toulon. On l'a déjà eu une fois à Toulon, avec le Chevalier. L'immigration, le racisme, il y est à Toulon. Pour Nicolas, cet ancrage du Rassemblement national va de pair avec une disparition de la gauche. Par exemple, en 2014, donc quelques mois avant le premier tour des municipales, il y avait encore des communes qui étaient à gauche, comme Brignoles. Et 6 ans plus tard, à Brignoles, il n'y a aucune liste à gauche qui se présente. Alors qu'il y a 6 ans en arrière, ils avaient la mairie. Draguignan, c'est pareil, c'était une forteresse à gauche, personne qui se présente. Et d'autres communes, c'est pareil. Donc il y a vraiment un recul. Tellement qu'il y a plusieurs situations où la gauche ne se présente même plus. Vous êtes le dernier des Mohicans, quoi. Pas forcément, mais disons qu'on se dit toujours, si j'y vais pas, il n'y a personne qui va y aller. Donc ils y sont allés direction le marché pour une séance de tractage. Et comme dans l'arrière-pays, les gens n'étaient pas très réceptifs. Bonjour madame, pour les élections départementales. Bonjour, pour les élections départementales. Bonjour, pour les élections départementales. Vous êtes de Toulon? Non. C'est pour les élections départementales? Non. Ils ne sont pas intéressés, hein? Je suis quelqu'un de fidèle et j'ai déjà promis T'as déjà... Tenez, c'est pour le départemental dimanche. Vous allez voter dimanche? Mais oui. Vous savez pour qui? Ouais. Est-ce que ce sera pour cette liste? Non. Pour la remplaçante sur la liste de Nicolas, Sylviane Bazin, ce genre de moment n'est pas facile à vivre. C'est compliqué, hein, avant de donner un tract. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus entendre parler de la gauche. C'est pas facile. C'est toujours mieux quand on nous dit oui et qu'on prend le programme. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de retours, mais bon... Vous avez l'habitude, quoi. Oui, plutôt. Bonjour, pour les élections départementales. Le très enthousiaste Christian est aussi venu tracter. Madame, bonjour. Voilà, c'est une liste de jeunes personnes qui se présentent pour qu'il y ait un peu de changement à Toulon. Enfin, si vous le désirez. Il est venu à Toulon parce que chez lui, il n'y a même pas de liste de gauche, c'est à droite toute. Vous n'êtes pas résigné alors? Ou un peu quand même? Non, pas du tout. Hein. Il ne faut pas, sinon je ne serais pas là. Voilà. Vous êtes inquiet pour dimanche? Bon, inquiet non. On sait comment ça va se passer. Alors voilà, on sait qu'on ne va pas gagner, même si on a un peu d'espoir. Mais bon, essayez déjà de faire un bon score, quoi. Puis après, on verra, hein, voilà. Dans ce canton acquis à l'extrême droite, la gauche part divisée. Une histoire d'égo, nous a-t-on dit, à la fois du côté des écolos et des insoumis. Vous pouvez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît, c'est pour mettre des informations. Pour les élections.
On a rencontré Henriette Fuentes et Jean Aquaron, binôme de la France Insoumise sur le canton de Toulon. Et Henriette admet que l'ambiance actuelle leur est bien défavorable. L'abattage médiatique est tellement dramatique. Ou bien il n'y a pas d'infos du tout sur les élections, il n'y a pas de campagne contre l'abstention. Ou bien, franchement, on voudrait faire élire Marine Le Pen, qu'on ne ferait pas mieux que donner la parole. Alors je ne les nomme pas, mais les 4 mainstream, quoi. Hein. Il n'y a que ça toute la journée. Pour Jean, la politique, c'est bientôt fini. J'ai 70 piges, là, c'est ma dernière campagne. Pour lui, la bataille est perdue. J'ai commencé à faire la politique en 74. Bon, jusqu'à avant, ça allait bien, mais là, ça devient... bon, je veux le dire, trop de fachos dans le coin. Hein, c'est plus possible pour moi. Hein. Il n'y a presque plus d'espoir sur ce département. Quoi. Et c'est un département qui était à gauche avant, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais bon, il n'y a plus d'arsenal, il n'y a plus de chantier. Et il n'y a plus que le tourisme. Et le tourisme, c'est que des emplois précaires. Voilà, donc les gens ils sont contents de ça. Moi, je veux bien, ils sont contents. Quand ils vont toucher du doigt ce que nous prépare la blonde, là, ils verront que la différence. Mais bon, ça sera trop tard, là. Hein. Ce sera trop tard. État des lieux peu reluisant pour la gauche aussi par rapport à la montée du Rassemblement national. Merci, Célia. Oui, je crois que c'est des mots assez bien adaptés. Le mot fasciste, alors on peut penser à Julien Rochdy, qui est un ancien du Front National, du FNJ. Lui, il a fait une vidéo carrément qui s'appelle « Être facho ou périr ». Ça, il le revendique, c'est revendiqué. Là, il le revendique. Et c'est vrai que c'est une génération très décomplexée par rapport à ces idées-là, qui a retourné l'idée qu'il fallait se cacher pour être raciste. Là, c'est vraiment assumé totalement. Alors, effectivement, en jouant sur l'ironie, le biais de l'humour, mais non, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, etc., mais quand même assumer assez clairement son racisme, sa misogynie, son homophobie et son fascisme. C'est-à-dire que ils ont une représentation de la société autoritaire, violente, viriliste, et c'est un appel constant à la violence. Papacito, en 2018, avec un autre youtubeur très connu, Raptor Dissident, avait appelé à monter une équipe. Monter une équipe, c'était très clair. En fait, c'était un appel direct à monter des cellules localement d'autodéfense ou en tout cas de violence, clairement avec un imaginaire de ratonnade, puisque c'est des gens qui sont habités par le racisme et habités par la xénophobie. Alors, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils annoncent ça, il y a des choses qui commencent à se créer, puis après ils reculent parce qu'évidemment ça tombe sous le coup de la loi et qu'ils veulent continuer leur petit business et leurs petites vidéos qui cartonnent, il faut bien le dire, auprès des jeunes. C'est depuis quelques mois, il y a des médias traditionnels, classiques, alors à la droite de la droite, on les connaît bien, c'est Valeurs Actuelles, c'est Sud Radio, qui leur ont offert une tribune assez extraordinaire et les ont ouvert à un public beaucoup plus large que ceux qu'ils avaient jusque-là. Et voire ont légitimé en partie leur discours, qui est quand même... Et qui captent leur audience aussi d'une certaine façon. Exactement, exactement. Pour eux, c'est une façon de se rajeunir, pour ces médias Sud Radio et Valeurs Actuelles, et pour ces youtubeurs, c'est aussi accéder quand même à une forme de notabilisation dans le paysage médiatique et qui est assez incroyable. Écoutez, je suis comme tout le monde, je n'exclus pas l'hypothèse. À part ça, qui peut le dire? Qui peut vraiment le dire? Il y a 4-5 ans, dans l'élection présidentielle précédente, j'avais écrit un petit livre, Marine Le Pen, présidente. Le séisme, c'était le titre. Et j'avais essayé d'imaginer l'inconcevable. Aujourd'hui, ça devient concevable. Et ça devient d'autant plus concevable que le climat général va dans ce sens-là. On a un sentiment de droitisation générale de la société. Heureusement, il y a des gens qui ne veulent pas ça, mais on a bien vu lors de ces manifestations qu'il y a un désir de gauche, plus qu'une vraie gauche, si je peux dire. On voit très bien aussi que tout ce qui est réformiste a peine à se donner à voir. C'est quand même les partis les plus radicales de la gauche qu'on a entendu et qu'on a vu, l'UNEF, la CGT, le Parti communiste, la France insoumise, bref. Et donc, on est quand même loin du compte. Et donc, il ne faut pas exclure. Il ne faut pas exclure d'abord qu'une ou deux régions passent aux mains du Rassemblement national et qu'ensuite, l'élection présidentielle nous donne des surprises. D'un côté, le président agit dans ce sens-là, mais le même président, lui, il essaie de faire du en même temps, donc il donne à Benjamin Stora la responsabilité d'un rapport sur l'Algérie. C'est pas un type d'extrême droite, Benjamin Stora, chacun le sait bien. Il confie à Pape Ndiaye la direction du musée national de l'immigration. Bref, le président essaie de marcher sur deux jambes, mais on sent bien qu'il y en a qui tirent. Donc de ce côté-là, c'est la deuxième logique. Il y a une troisième logique qui est une logique de gens qui viennent de la gauche,
dans ce cas-là d'hyper-républicain. La République, la laïcité pure et dure. Pour prendre un exemple, pour me faire comprendre, des gens qui s'identifient assez aux évolutions de Manuel Valls. C'est pas encore la même chose. Tout ça est différent. Mais à mon avis, tout ça converge. Il y a des logiques politiques. Certains, si l'hypothèse que vous suggériez tout à l'heure, si le Rassemblement national arrive aux affaires, certains y trouveront leur place. D'autres non. Mais tout ça va quand même dans ce sens-là. Alors, est-ce que cette assimilation constante d'une partie du champ académique à du militantisme, ça vous inquiète ? Ça a toujours été comme ça, il ne faut pas tout mélanger. Enfin, moi j'appartiens à une génération où les gens d'extrême gauche et les gens d'extrême droite se tapaient dessus, et où, dans ma génération, tout ce qui était marxiste, tiers-mondiste, révolutionnaire... Donc il n'y a rien de nouveau là ? Ce qui est nouveau, c'est les thèmes. Et s'il y a quelque chose de nouveau, c'est que ça prend des allures ad hominem extrêmement violentes. À quelques jours, je l'ai dit, du premier tour ce dimanche des élections régionales et départementales, on oublie souvent les départementales, tu t'es penché sur les vicissitudes du Rassemblement national avec ses candidats. Oui, 3 jours. Il s'est passé exactement 72 heures, Mathieu, entre la publication de l'article de notre camarade Lucie Delaporte et l'annonce de la suspension de Juliette Planche. Juliette Planche, personne ne la connaît. Elle est candidate en 6e position sur la liste RN pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, liste menée par l'ancien insoumis Andrea Cotarac, mais elle est également candidate RN au départemental de Saint-Étienne. Le cas est assez exemplaire. Sur son compte Twitter, fermé le 31 mai, Juliette Planche s'est régulièrement fait le relais de propos tout à fait antisémites, mais aussi contre les francs-maçons quand elle écrit « Abolissons la franc-maçonnerie, l'usine à merde de quasiment tous nos mots ». Voilà. Andrea Cotarac a réagi, il a annoncé la suspension de Juliette Planche, sauf que les listes étant déjà déposées, elle y figurera lors des scrutins des 20 et 27 juin. Mais Juliette Planche, c'est pas du tout un cas isolé. Eh ben non, on peut encore citer le cas de Pascal Auger, candidat au départemental dans le Loiret, qui a publié des commentaires racistes et ou insultants sur Twitter, comme l'ont révélé nos confrères de la République du Centre. Pascal Auger retweet du Renaud Camus, l'adepte de la théorie fausse, rappelons-le, du grand remplacement, ou bien il estime que la France est devenue une, je cite, colonie africaine. Même cas de figure que pour Juliette Planche, il est trop tard pour totalement le débrancher, alors le RN se contente d'annoncer sa suspension. Ce qui est sûr, Mathieu, c'est que le parti de Marine Le Pen a un vrai problème avec le contrôle de ses candidats. C'est peut-être dû à la faible structuration du parti, mais c'est peut-être aussi parce que ce parti attire de fait les racistes plus qu'aucun autre. En 2017, lors des législatives, BuzzFeed avait passé au crible les 573 candidats du FN. Le nom n'avait pas encore changé. Résultat, une centaine de candidats, plus du 6e, tenaient sur les réseaux sociaux des propos qui tombaient sous le coup de la loi. Sur France Inter, David Racheline, sénateur et maire de Fréjus, avait réagi. Non, mais j'ai regardé cette enquête de près. D'abord, si c'était une véritable enquête de journalistes, peut-être que ceux qui sont mis en cause auraient pu avoir la parole. Ça n'est pas le cas. S'il y a des propos inacceptables avérés, alors ces gens-là seront traduits dans des commissions de conflit qui les verront probablement exclus de notre mouvement politique. Sauf que 4 ans après, que constate-t-on ? Eh bien qu'au moins 19 de ces personnes, pointées pour des propos racistes, antisémites ou homophobes, on le rappelle, sont à nouveau candidates sur la bannière RN pour les départementales et les régionales. On a par exemple Christophe Versini, pour qui l'islam est l'ennemi contre lequel nous sommes en guerre, Liliane Pradier, qui se demandait pourquoi on n'attaque pas les mosquées le jour de leur fête religieuse, Émeric Durox, un adepte du grand remplacement, ou encore Christelle de Lépinois qui partageait en 2017 sur Facebook un post parlant de ces gros connards de Français. Et puis, une autre bizarrerie révélée ce matin par Politico. On se souvient, Mathieu, de Thaïs Descuchon, l'ex-porte-parole de Génération Identitaire, désormais youtubeuse militante. C'est elle, là, dans le fourgon de police, après son arrestation lors d'un happening de Génération Identitaire, pendant une manifestation contre les violences policières le 13 juin 2020. Et c'est encore elle, ici, invitée de Cyril Hanouna en tant que porte-parole de Génération Identitaire en janvier dernier. Rappelons que ce groupuscule Génération Identitaire a été dissous en mars 2021, notamment car, selon le décret, le Génération Identitaire et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine, incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. Et que le groupuscule présente, toujours selon le décret, le caractère d'une milice privée. Eh bien, Politico révèle qu'elle a été embauchée, on parle toujours de Thaïs Descuchon, pendant quelques mois pour assurer le community management de l'ex-UMP Sébastien Chenu.
Il est tête de liste RN dans les Hauts-de-France. Et son directeur de campagne dit n'avoir rien su des activités de la jeune femme à Génération Identitaire avant son passage chez Hanouna. Et il indique à Politico qu'elle a depuis été remerciée. Toujours le même argument. Et puis, il faut bien le dire, il y a des choix totalement assumés par le RN qui, disons, devraient nous interpeller. Prenons l'exemple de Damien Rieu, assistant parlementaire du député européen RN Philippe Ollivier, aujourd'hui candidat lepéniste aux élections départementales de 2021 dans la Somme. Damien Rieu, c'est d'abord un des porte-parole et cofondateurs de Génération Identitaire, qu'il a semble-t-il quitté en 2015. Il était par exemple présent lors de l'occupation du siège de PS en 2012, puis de l'occupation du chantier d'une mosquée à Poitiers la même année. Et plus récemment, en 2018, c'est aussi lui qui organise le coup de com' autour du blocage du col de l'Échelle. Aujourd'hui, il s'est fait influenceur sur YouTube. Il y défend par exemple le président brésilien Bolsonaro qu'il présente ainsi, on l'écoute. Alors Bolsonaro, c'est un ancien capitaine qui est devenu aujourd'hui réserviste et il est du coup très populaire chez les policiers et les militaires. Et puis tout récemment, c'est un Damien Rieu bon chic, bon genre, pull sur les épaules, qui a interpellé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Allez défendre les policiers qui sont égorgés, monsieur Moretti, au lieu de boire votre café, là. Vous n'êtes pas en vacances, au boulot, au travail. Mais au travail. Il y a Macron qui m'envoie son pitbull à Rolex, là, ça y est. Alors sur la vidéo, qui je précise, c'est une vidéo qui a été mise en ligne par Damien Rieu lui-même. Éric Dupond-Moretti est clairement sur la défensive et c'est peut-être la preuve la plus éclatante que le RN n'est pas dédiabolisé mais qu'il a clairement remporté une manche, celle de la bataille culturelle. Merci Christophe. C'est aussi ça, la banalisation du RN. Il y a quelques années, ces cas étaient largement commentés. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Le premier tour des régionales et des départementales, c'est ce dimanche 20 juin. N'oubliez pas d'aller voter.